Bah, merci beaucoup déjà, Joël Priveau et bonjour à toutes et tous. Enchantée et je suis vraiment très heureuse de pouvoir prendre effectivement la parole aujourd'hui avec vous. Donc merci à Joël Priveau pour l'invitation et à Justine Contor pour cette mise en relation et merci aussi aux personnes que je ne connais pas et qui ont rendu cela possible et donc du coup aussi à votre présence, très nombreuse. Je vois qu'il y a beaucoup de participantes et de participants. Donc la séance aujourd'hui, elle aborde la mobilisation de la société civile pour reconstruire la vallée de la Roya après la tempête qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020 en France. Avant d'aborder le sujet, je pense qu'il est nécessaire que je puisse me présenter effectivement, afin que vous situiez qui je suis, d'où je parle et pourquoi je parle. Alors, effectivement, donc je suis architecte habilitée à la maîtrise d'œuvre, depuis une douzaine d'années. J'ai une pratique libérale, en agence et effectivement, j'ai aussi mon agence, et je suis donc nommée et non, j'ai pas eu le prix. On a été nommés avec, mon frère architecte, qui s'appelle Martin Mijon pour, le prix, de la l'équerre d'argent pour la première œuvre. Mais effectivement, en crise de sens, je me questionne vraiment en quoi ma pratique de ce genre d'architecture participe à proposer un changement sociétal propice à répondre à la crise climatique. C'est donc du coup, pardon, c'est la diapo qui est juste au-dessus normalement, voilà. Alors effectivement, ce questionnement, il m'amène vraiment en fait, à devenir là architecte bénévole à partir de 2016 pour la Fondation Abbé Pierre, pour réaliser des visites à domicile contre l'indécence et l'insalubrité. Et c'est du coup à ce moment-là vraiment que je rencontre des habitants et des habitantes et que je vais chez Eleu. Donc je découvre là le rôle social de l'architecte et je deviens donc militante contre le mal logement et me tourne là vers le dessin comme outil du aller vers. À la suite de ça, je crée un projet pour dire au tout public ce qu'est le mal logement. Et là, s'ensuit effectivement 2 ans et demi de résidence en immersion au sein de l'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre, qui est un espace d'accès au droit, avec Carole Schex, qui est illustratrice. Et il en résulte un ouvrage, que donc du coup, qui est là, mais enfin voilà, un ouvrage de 180 pages qui est sur le mal logement, mais qui est vraiment au prisme des personnes qui le vivent au quotidien. Donc voilà. Hop. Cette pratique, effectivement, elle change mon rapport à mon métier et je deviens architecte de terrain. Je réalise des résidences in situ de recherche-action et pluridisciplinaires, donc avec par exemple une metteuse en scène d'art de rue, une géographe, une photographe, et ça dans différents territoires et auprès et avec les habitants et les habitantes. En cela, ma pratique architecturale, elle est dite matricielle pour une implication citoyenne. En 2018, je découvre la vallée de la Roya, à la frontière italienne, et je retourne vers la maîtrise d'œuvre là avec le projet de réhabilitation d'un bâtiment pour loger les compagnons et les compagnes et les activités agricoles de l'association Emmaüs Roya. C'est la première communauté Emmaüs de France à être 100% agricole. Et je m'installe en ruralité et en montagne pour proposer des alternatives sociales, écologiques et architecturales. Euh, Après, en fait, avec le contexte sociétal post-MeToo aussi, qui pose les inégalités de genre au même rang que les autres rapports sociaux d'inégalité, là, je questionne mes expériences professionnelles et personnelles en tant que femme architecte et j'intègre le prisme genre à ma pratique d'architecture. Et c'est à cet effet qu'en 2023, je débute donc un doctorat en géographie du genre et architecture sous la direction de Corinne Luxembourg, qui est professeuse en géographie et spécialiste du genre et de l'intersectionnalité, et Stéphanie Dadour, architecte et maîtresse de conférences en sciences humaines et sociales, spécialiste du féminisme en architecture. Donc là, je suis rattachée au laboratoire interdisciplinaire Pléiade de la Sorbonne Nord et je bénéficie d'un contrat doctoral à l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique. Et aussi, cette thèse est coportée par une association locale qui est l'Atelier rural en Roya. Et pour information, mon sujet effectivement porte sur l'importance de la prise en compte du genre dans l'architecture des territoires à haut risque. Et il prend l'exemple effectivement des femmes bâtisseuses de la vallée de la Roya. Ce projet reçoit en 2023 un des grands prix de la Fondation des femmes. Alors,
Donc là, en fait, toute ma présentation, elle vous donne un peu des clés pour comprendre, en fait, d'où je vous parle aujourd'hui, ce qui m'amène à vous dire pourquoi je peux et je souhaite parler aujourd'hui de la mobilisation de la société civile dans la vallée de la Roya, sur ce territoire post-catastrophe. Donc la première raison, c'est que j'habite ce territoire, comme il a été déjà dit, que j'ai vécu la tempête Alex, que je fais partie de la mobilisation citoyenne comme tous les habitants et habitantes dès le lendemain de la catastrophe climatique, que j'ai participé à organiser et que j'ai assisté à des ateliers citoyens, que ce soit à des concertations associatives ou institutionnelles, pour imaginer la vallée d'après-tempête. Et j'ai participé à la dynamique civile et associative de reconstruction territoriale. J'ai donc une expérience personnelle, professionnelle et intime de tous ces événements. C'est ce qu'on appelle un point de vue et une connaissance située qui m'autorise et me légitime aujourd'hui pour vous en parler. Durant cette période de crise, j'ai quand même vécu des injustices épistémologiques. Cela désigne la remise en question en fait, de la capacité d'un individu de se positionner comme producteur ou productrice d'un savoir dans le discours, qui consiste souvent en fait, dans le fait de nier la crédibilité d'un sujet en raison de certains attributs sociaux qui peuvent être effectivement le genre ou une identité ethnique. Et j'ai vécu aussi des stéréotypes de lieu qui consistaient à dévaloriser souvent ma compétence parce que j'habitais en ruralité, que ma compétence elle était considérée comme voix habitante et non comme une expertise, au même titre que des experts qui venaient d'autres territoires ou quoi. Donc ce qui a eu pour effet effectivement de dévaloriser ma parole et ma connaissance auprès des actrices du territoire et de moi-même. Et donc c'est grâce là à mon statut récent de doctorante que je peux dorénavant parler et être écoutée et que ma connaissance peut être là valorisée et tout, ce que je questionne aussi et qui m'amène à défendre vraiment dans ma recherche et ma pratique de l'action d'habiter son milieu comme une posture de recherche et de production du savoir collectif avec et pour les habitantes et les habitants, et que cette posture, elle doit tendre vers une production d'une épistémologie en fait collective du territoire. Alors voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Euh, donc voilà la structure maintenant de la séance que je vous propose. Donc, je vais vous présenter déjà rapidement le contexte territorial post-catastrophe. Puis, dans un premier temps, je cherche à comprendre là, comment s'organise la mobilisation de la société civile en crise post-tempête, donc en 2020, pour participer à la reconstruction territoriale. Je propose là, dans un premier temps, de l'illustrer par l'analyse de l'initiative d'Emmaüs Roya et de la Fondation Abbé Pierre à travers le journal du débord, manuel pour comprendre la vallée de la Roya post-tempête Alex, que j'ai coécrit en 2021 avec Charlotte de Backer. Et donc, je me pose la question, en quoi cette initiative associative est-elle fédératrice ou non d'une mobilisation citoyenne et d'une stratégie institutionnelle? L'État annonce la mise en place en 2022 d'une concertation citoyenne exceptionnelle. Donc là, dans un second temps, je questionnerai s'il y a une réelle prise en compte de la société civile par les institutions pour la reconstruction. Quelles sont les articulations entre la société civile et les institutions? Quel est fait? Et là, j'illustrerai cette partie par l'analyse de la dynamique de la création de tiers-lieux qui est portée par la société civile. Le dernier temps, lui, questionnera les inégalités d'accès à la fabrique du territoire post-catastrophe, à savoir si les habitantes et les habitants sont-ils toutes et tous égales et égaux dans leur participation et visibilisation à la reconstruction. À cet effet, je propose donc du coup là une lecture par le prisme du care et du genre du territoire post-catastrophe. Alors, grande introduction, un territoire post-catastrophe. Voilà quelques images. Donc, je vais commencer par vous présenter donc, le terrain de vie, mon terrain de vie et de recherche. Donc, premièrement, effectivement, la vallée de la Roya, elle cumule des caractéristiques géographiques, historiques et sociales qui sont spécifiques au territoire dit en marge. Donc, pour citer des exemples, hyper-ruralité, une géographie de montagne, une population de 5 725 habitants qui est paupérisée et vieillissante, souvent marginalisée du point de vue de la domination par rapport en fait, à sa situation généralement précaire et à l'écart de la société. Et d'un point de vue historique et administratif aussi, c'est le dernier territoire qui a été rattaché à la France en 1947. Et aussi sa situation géographique très spécifique, qui est effectivement, comme la carte le montre, semi-enclavé en fait entre les montagnes et deux frontières franco-italiennes, qu'en font un territoire ni tout à fait français ni tout à fait italien. Et j'ajoute aussi à cela que c'est un territoire de forte vulnérabilité aux risques d'origine naturelle, donc séisme, sécheresse, feu, éboulement, mouvement de terrain,
qui, cumulés aux effets du changement climatique, augmentent et amplifient l'exposition et la vulnérabilité des personnes et des biens. Deuxième point, c'est un territoire post-catastrophe dite naturelle, donc causée ou non par l'humain, où dans la nuit du 2 au 3 octobre, la tempête Alex, elle dévaste la vallée de la Roya, mais aussi de la Vésubie et de la Tinée. La vallée de la Roya, c'est la plus paupérisée des 3 vallées sinistrées et c'est aussi la plus touchée. Pour expliquer un peu, cet effet climatique donc qui est, nommé bombe climatique, c'est dû à l'arrivée simultanée du réchauffement de la température de la Méditerranée, de la remontée d'air chaud qui provenait du sud et d'une masse d'air froid et humide qui venait de l'est. Et là, les précipitations, elles ont été absolument exceptionnelles et ont été extrêmement localisées. Elles ont atteint les 550 millimètres par mètre carré. Et en fait, ça a été aussi aggravé parce qu'elles sont arrivées sur des sols secs, durcis par la sécheresse, provoquant un ruissellement et qui a arraché vraiment les sédiments et les arbres du massif du Mercantour. Pour ce qui est des effets de cet épisode hydrosédimentaire, ça a engendré un bilan humain et socio-économique très lourd dans la vallée de la Roya. Je ne vais pas les exposer là tous, mais la première des conséquences, c'est la perte dans la vallée de la Roya de 6 vies humaines et des impacts psychologiques sur les populations. La seconde conséquence, c'est l'importance des dégâts sur les paysages et les voies de communication, les équipements publics et les bâtiments et les biens privés. Et la troisième conséquence de la tempête, c'est l'impact économique et social sur les populations locales. Il en résulte une fragilisation effectivement du tissu économique et une précarisation des habitantes et des habitants accrue. Et par exemple, en janvier 2021, effectivement, ça marque le départ de 400 personnes, à majorité active, qui partent de la vallée. Alors, au lendemain effectivement de la tempête Alex, la mobilisation de la société civile, elle est absolument spectaculaire comme force d'action, de soutien et de proposition. La vitalité associative des habitantes et des habitants de la vallée de la Roya, elle témoigne du souhait de faire entendre des revendications qui sont locales, qui sont issues des terrains et d'être impliqués dans les perspectives de reconstruction de la vallée. Il y a plusieurs initiatives de la société civile, d'ailleurs, qui proposent donc là, dès 2020, de mener des réflexions participatives pour une reconstruction prenant en compte l'expertise habitante. Ce qui m'amène là à proposer comme problématique de séance si la tempête Alex, elle est catalysatrice et ou révélatrice de cette mobilisation citoyenne. Quelles sont les articulations entre la mobilisation citoyenne et les stratégies institutionnelles? Quels freins, quels leviers, quels effets? Alors, donc la mobilisation de la société civile pour participer à la reconstruction territoriale post-tempête. Donc là, je vous propose de commencer par l'étude de cas, parce qu'il y a eu plein d'initiatives, mais là, l'étude de cas de l'initiative d'Emmaüs Roya et de la Fondation Abbé Pierre. Déjà, effectivement, c'est de savoir qui sont effectivement ces deux structures. Donc la Fondation Abbé Pierre, c'est une association caritative qui œuvre pour éradiquer le logement indigne et précaire en France et aussi à l'étranger. Et compte tenu qu'effectivement la perte d'habitat est un des effets des catastrophes naturelles, la FAP a développé effectivement une expertise en catastrophes naturelles. Emmaüs Roya émane comme association là d'une histoire et une lutte locale, où à partir de 2015, la vallée de la Roya a été confrontée à l'arrivée de nombreuses personnes en migration. L'association Défends ta citoyenneté, née en septembre 2017 pour organiser l'accueil d'urgence de ces personnes. Et à partir de 2018, certaines personnes arrêtent leur migration et décident de rester sur le territoire. L'association cherche alors un cadre administratif pour permettre à ces personnes de vivre tout en participant à l'activité économique du territoire. Emmaüs Roya, né en juillet 2019. Et c'est la première en fait, communauté en France à être 100% paysanne et agricole. Donc je note quand même que ces 2 associations, elles sont, quand même pérennes, elles ont une visibilité, des moyens humains, financiers, médiatiques, partenariales et politiques. Et un autre point important à noter, c'est la présence d'une personnalité publique dans l'association d'Emmaüs Roya avec Cédric Herrou, qui peut être perçu comme, un personnage public, controversé, comme en témoignent là ces 2 titres effectivement de presse. Cédric Herrou, c'est un paysan à Breil-sur-Roya. Il accueille les personnes en situation de migration sur son terrain dès 2015. Il est poursuivi en justice pour aide à l'entrée au séjour irrégulier d'étrangers, communément appelé délit de solidarité dans les médias.
Il est définitivement relaxé après avoir saisi le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître la fraternité, j'ajouterais sororité, comme principe à valeur constitutionnelle. Voilà pour la présentation de ces deux structures. Donc, en fait, on voit qu'elles ont des compétences et des expertises qui sont complémentaires et un ancrage national et local, et se posent chacune la question de savoir quel est leur rôle dans la Roya de demain. À cet effet, Emmaüs Roya crée un poste de chargé de mission pour Charlotte de Backer, dont l'objectif était double, c'est-à-dire faire un état des lieux de la vallée post-tempête Alex et organiser des chantiers participatifs pour aider au nettoyage et à la prise de care de la vallée. La Fondation Abbé Pierre, que j'avais contactée à cet effet, elle me missionne en tant qu'architecte local afin d'avoir un état des lieux sur le volet de l'accès aux droits des habitants et habitantes, notamment en matière d'habitat. Et là, ayant effectivement toutes le même constat association nous et qui est largement aussi partagé par les habitantes et les habitants du territoire, c'est qu'il y a un manque d'information et de transparence des instances publiques envers la population sur la situation post-catastrophe. Nous proposons donc du coup là d'œuvrer ensemble à réaliser l'état des lieux de la vallée et de le rendre public afin que ça capacite les habitants et les habitantes et réponde en fait à ce besoin. Donc c'est ainsi qu'une collaboration se met en place là dès mars 2021 et qu'il y a différentes actions qui s'organisent. La publication de 2 numéros du journal du débord, l'organisation de chantiers participatifs et l'organisation de 2 journées d'ateliers citoyens et de débats publics. Donc là, moi, je vais vous proposer effectivement de vous expliquer un peu le journal du débord numéro 1, qui est en open source et je pourrais effectivement communiquer tous les liens aussi de plein de documents. Donc, qui, voilà, ce petit format. Donc, c'est un livret d'une 60aine de pages. Il est en format A5 et il a été déposé gratuitement dans différents endroits dans la vallée, office du tourisme, marché, événements, mairie, commune, etc., commerce, etc. Et donc du coup, ce manuel, il avait vraiment pour objectif de donner à voir la situation dans les 5 villages et leurs hameaux de la vallée de la Roya française. Et ça, c'était voilà, un état des lieux avant et après le passage de la tempête Alex. Le regard l'a proposé, il se voulait vraiment informatif et neutre, afin que chacune et chacun puisse s'en emparer. Et il est conçu pour créer vraiment une base de ressources pour les habitantes et les habitants et les pouvoirs locaux et organisations souhaitant s'investir dans la reconstruction de la vallée. Charlotte de Backer, elle réalise une veille sur les actions entreprises des différents acteuristes du territoire. Et à cet effet, elle récolte plein de documents, une veille informatique et tout, et elle rencontre aussi des acteuristes locaux. Et moi, j'opère effectivement une facilitation graphique de ces recherches et qui est aussi complétée par ma partie sur l'état des lieux sur la destruction d'habitat, le relogement d'urgence et l'accès aux droits des habitants en matière d'habitat. Effectivement, à nous deux, nous co-créons ce manuel c'était lors de séances de travail à raison, c'était une journée par semaine pendant 1 mois et demi. Alors voici seulement là juste des extraits parce qu'effectivement j'ai pas forcément le temps là pour la conférence, donc c'est en open source. Mais juste pour résumer, la première partie du manuel, ça rend compte du territoire pré-tempête avec la présentation des acteuristes du territoire et le portrait démographique et socio-économique de la vallée. Et la deuxième partie du manuel, elle aborde vraiment l'état des lieux post-catastrophe sur le temps de crise. Il commence par lister en fait les impacts de la tempête, à savoir les conséquences humaines, puis les dégâts matériels qui sont vraiment chiffrés aussi. Et il continue par lister aussi là, les actions des différents organes de la société en réponse à la tempête. À la fin, le manuel, il propose aussi des réflexions et des préconisations qui sont intéressantes de relire justement 3 ans après et de pouvoir effectivement partager tous ensemble. Euh, donc en fait, le but de ce manuel aussi, ça a été de constituer un savoir commun du territoire, de visibiliser et de valoriser l'implication citoyenne dans l'action d'urgence post-tempête et que celle-ci puisse aussi la comprendre, qui a entrepris en fait des actions dans et hors ses compétences institutionnelles, civiles. Parce qu'effectivement, donc la crise, elle a engendré un dépassement des champs de compétences et des interactions fortes entre les acteuristes du territoire. Et l'autre but aussi, c'est effectivement de visibiliser et valoriser l'implication citoyenne qui était déjà active et à intégrer dans la reconstruction.
Le manuel du débord, en fait, c'est quand même un outil qui est toujours utilisé à jour en 2024 par les habitants, les associations ayant une action, actuelle de développement ou d'ingénierie territoriale. Et il reste, je crois, pour l'instant, le seul document aussi complet, informatif et surtout qui est accessible sur le post-tempête et qui propose une lecture par et pour le territoire. Donc, en parallèle à la création du manuel, il y a Charlotte de Backer, Léa Basso et aussi d'autres personnes pour Emmaüs Roya qui, en collaboration aussi avec, Nathalie, Masseglia, mettent en place des chantiers participatifs et de formation aux murs en pierre sèche. Nathalie Masseglia, est une clown et metteuse en scène professionnelle qui a été du coup formée à l'occasion du post-tempête par des muraillers pour remonter les murs qui ont été emportés par les pluies diluviennes. Parce qu'effectivement, les paysages de la vallée de la Roya, ils sont en restant qu'en pierre sèche. C'est vraiment son patrimoine local qui lui est cher et qui fabrique ce paysage, si particulier. Et Charlotte et Léa, elles ont eu pour mission la coordination des événements et les repas. Moi, j'ai participé en tant que bénévole habitante et apprenante à 2 chantiers différents. Et ce que je peux dire, c'est que faire et apprendre ensemble, là, ça a vraiment servi à fédérer, à partager les ressentis de la tempête, à être utile à l'effort de reconstruction, mais d'une manière qui fait sens avec, de l'agir et aussi à faire collectif et à être ensemble. Je tiens à noter qu'il y avait une forte participation des femmes au chantier et que des problématiques de sexisme ordinaire sont survenues. À cet effet, Nathalie Masseglia, d'ailleurs, traitera dans son expérience du sexisme ordinaire post-tempête dans son spectacle Au pied du mur. Après, donc venons-en aux journées, citoyennes. Effectivement, le 29 et le 30 mai 2021, Emmaüs Roya, là, qui a été épaulé par la Fondation Abbé Pierre et Make Sense, ont organisé 2 journées d'ateliers citoyens et de débats publics. Moi, j'ai participé à l'organisation et la réalisation des 2 journées d'ateliers citoyens et de débats bénévolement et voilà. Et là, la journée d'atelier citoyen, elle a aussi été, grandement aidée par l'animation bénévole de Make Sense, qui est une association qui est spécialiste de l'animation et de la capacitation des publics, par la mise justement en place d'outils, dits d'intelligence, collective. Et lors de cette journée, nous avons déjà présenté avec Charlotte le manuel du débord et après une matinée de diagnostic partagé et de rencontres, surtout aussi entre les participants et les participantes, il y a eu là, plein d'ateliers, participatifs en petits groupes et aussi qui tournaient par thématique et il y avait, infrastructure, mobilité, habitat et économie. Donc là, le but, d'inviter les participantes et les participants à comprendre le fonctionnement de la vallée, à partager leurs ressentis et désirs afin de donner leurs intentions et leurs idées, sur le post-tempête pour, la vallée de demain et elles ont abouti à la définition de propositions vraiment thématiques et moi, en tant que professionnelle de la fabrique du territoire, je note une très grande qualité de proposition des habitants. Et donc du coup, le 30 mai a eu lieu, là effectivement, une présentation publique de la restitution des ateliers qui a été présentée du coup par les participantes et les participants. Il y a eu aussi le retour d'expérience du collectif, du 5 novembre qui étaient là invités à partager leur expérience suite, eux, à une crise de l'habitat à Marseille qui a eu lieu en 2018 et ils étaient là aussi pour pouvoir, expliquer les modes d'action collective qui permettent de pallier aux déficiences publiques en cas de catastrophe et à la suite, il y a un débat public qui a été proposé. Hem, pour ce débat public, il y a eu 14 représentantes et représentants des pouvoirs publics qui avaient été invités. Seuls 2 se sont déplacés, à savoir le maire de Bray-sur-Roya, Sébastien Olaran et Patricia Rastello, qui est suppléante de la conseillère départementale Valérie Tomasini. Il y a donc eu une sous-représentativité des pouvoirs publics invités. Heu, à la suite, de tout ça, effectivement, il y a eu le journal du débord, numéro 2, qui lui est sorti en septembre 2021. Il propose la restitution des propositions des habitants et des habitants qui est issue des ateliers, et la restitution aussi de témoignages et d'entretiens auprès d'habitantes qui ont là été réalisés aussi encore par Charlotte de Backer. Donc là, ce manuel, il a pour but de recueillir et de valoriser la parole des habitantes et des habitants, afin d'avoir vraiment cette lecture globale du territoire post-tempête par ceux qui l'ont vécu. Alors, hem,
Pour conclure là, cette première partie, l'exemple des actions mises en place par Emmaüs Roya et la Fondation Abbé Pierre, ils participent à fédérer et capaciter les habitantes et les habitants pour comprendre leur territoire pré et post-tempête. Cela, il a été possible parce que, en fait, déjà, ces 2 assos, elles ont de l'influence sur le territoire local et national, qu'elles ont mis en commun leurs compétences et fait appel à des personnes ressources qui sont locales, rémunérées et ou bénévoles. Ces associations aussi, elles ont des moyens et une force d'action qui fédèrent la mobilisation citoyenne à une échelle territoriale. Mais cela, est-ce que c'est aussi le cas auprès de tous les groupes de la population? C'est une question à se poser. Ou d'une population dite alternative qui suivait déjà ce genre d'association? Et est-ce qu'elle impulse un pouvoir d'agir des habitantes et habitants à participer à la reconstruction? Il serait intéressant de voir quelles personnes ont continué à participer à cette fabrique du territoire. Après, ça a aussi fédéré parce que les actions menées, elles viennent se substituer à un manquement des instances publiques qui était réclamé par la société civile, à savoir transparence, être au courant et participer à la reconstruction. L'invitation des instances publiques à venir assister, et participer au débat et à la restitution des ateliers citoyens est un échec. Mais il y a un intérêt de la préfecture post-événement qui invite Emmaüs Roya à une rencontre. Emmaüs Roya refuse. La FAP, la Fondation Abbé Pierre, pardon, a quant à elle un rendez-vous. C'était, enfin, elle a fait une demande à la suite, mais elle a eu un rendez-vous qu'en juin et il n'y a pas eu de suite. Je peux dire Emmaüs Roya, donc là, en fait, n'a pas souhaité effectivement se poser en intermédiaire entre la société civile et l'instance publique. Je questionne à savoir si cela est un manquement à une coopération entre mobilisation civile et instance publique pour organiser une concertation citoyenne qui, là, aurait peut-être pu émaner de la part et de la part de la mobilisation citoyenne, donc du bas, ou si en fait, de toute façon, au vu de la présence d'un personnage public présentant un possible contre-pouvoir du point de vue des institutions, cela n'aurait pas été possible d'établir de coopération. Il fait tout de même état que les actions de ces associations est un message fort aux instances publiques de la capacité d'action et d'organisation de la société civile. Et donc, je me questionne quel effet cela a auprès des instances publiques, comment effectivement elles s'emparent de voir cette mobilisation citoyenne. Est-ce qu'il y a besoin d'un intermédiaire entre société civile et instances publiques ou y a-t-il une peur d'une mobilisation citoyenne aussi trop importante? Donc, ce qui fait que nous arrivons sur la deuxième partie, donc, qui présente, donc qui questionne voilà, une réelle prise en compte de la société civile pour la reconstruction. Là, la deuxième partie que je présente, c'est l'étude de la dynamique de la création de tiers-lieux qui est portée par la société civile. J'analyse en fait là son émergence, sa construction et sa concrétisation à travers les initiatives citoyennes et les stratégies institutionnelles. Je questionne quelles sont les articulations entre société civile et institutions, quelles stratégies, quels effets, quels freins et quels leviers. Donc là, cette partie, c'est vraiment un travail en cours pour un article qui sera apparaître dans l'ouvrage collectif qui s'intitule Revivre là-haut, stratégie d'aménagement territorial face à la déprise des territoires de montagne, qui sera publié aux presses universitaires de Grenoble. Et cet article, donc du coup, qui est vraiment court, là, c'est vraiment les prémices. En fait, je le coécris avec Marion Serre, qui est une architecte et chercheuse en architecture. Nous nous sommes rencontrés dans la vallée à propos d'une étude qu'elle réalisait avec Gabriel Salvia et 2 personnes pour le compte de POPSU Territoire. En fait, la tempête, elle a démontré vraiment l'importance, du train comme ligne de vie, ce qui en fait les a amenés à se questionner, sur les petites lignes ferroviaires comme support à la construction de nouvelles territorialités, pardon, pour ce territoire qui était en crise climatique, quoi. Et elles observent et analysent qu'en fait, les gares et les espaces ferroviaires dans la vallée, ils ont eu des usages pré-tempête, en temps de crise vraiment et en post-tempête. Et donc là, ils se posent la question en quoi cela peut préfigurer des innovations socio-spatiales dans les usages des gares de la vallée de la Roya qui pourraient participer à une reconstruction territoriale. Alors venons-en, voilà, à la dynamique de tiers-lieu. Donc comment est-ce que cette dynamique tiers-lieu, elle est née dans la vallée et auprès de qui? En fait, moi, j'ai observé en tant qu'architecte et habitante plusieurs dynamiques tiers-lieux qui sont existantes avant la tempête. J'en distingue 2 principales.
ce sera à voir. Mais la première, c'est l'association Loré Campoun, qui est vieille de 20 ans et qui s'implante à La Brigue, au nord de la vallée. L'association, elle propose une scierie locale collective, le travail du bois, de la laine, de la pierre sèche, qui sont vraiment, des choses locales, et elle occupe aussi, là, l'ancien, bâtiment de la gare de La Brigue, dont la commune est propriétaire. L'association et la mairie n'a pas ou peu de relations. L'autre, dynamique de tiers-lieu, elle est plus large et elle est répartie sur l'ensemble du territoire et elle est portée par des habitantes et habitants au profil varié, ayant moins contribué à cette dynamique. C'est pour ça que je vous parlerai de celle-ci. Mais, je tiens à préciser quand même qu'il y a des liens forts entre les 2 dynamiques où les personnes se connaissent, elles évoluent dans un même réseau valléen d'intérêts, de subsistance, d'économie et affinitaire. Alors, effectivement, je vais parler de cette seconde dynamique, de tiers-lieu qui est née auprès donc d'un groupe de personnes et surtout, en fait, autour d'un espace, c'est-à-dire la gare de Saint-Dalmas. Ce bâtiment, depuis de nombreuses années, en fait, il est à l'abandon, il appartient à la SNCF aussi et donc cette gare, elle est totalement démesurée, elle est grandiose pour ce territoire de montagne, ce qui en fait, un bâtiment totalement propice, aux rêves et aux multiples histoires, qui récoltent des humeurs, des envies, des discordances et cetera et donc effectivement, bah, il y a beaucoup d'habitants qui s'y projettent, mais il y a aussi des promoteurs privés et des collectivités aussi. Donc je vais là, très rapidement essayer de vous décrire les événements importants qui ont constitué cette dynamique. Puis après, je fais une analyse chronologique et après je vais faire plus directement plutôt les résultats. Hem, donc j'ai distingué 3 temps. Donc il y a avant la tempête, où, il y a des habitants et des habitants qui là, à l'échelle, de la vallée, à l'échelle valléenne, en fait, sont en recherche de locaux professionnels et ils souhaitent renforcer aussi la culture, l'accès à la culture et la vie associative dans la vallée. À cet effet, ils souhaitent, donc du coup, réinvestir la gare de Saint-Dalmas avec des projets de maisons intergénérationnelles, de fermes pédagogiques, de salles de spectacle, des espaces de bien-être et cetera. Leur motivation, elle est double, en fait, c'est de faire vivre le territoire, mais c'est aussi de créer une économie leur permettant de rester vivre sur ce territoire. Après, en temps de crise, en fait, avec la tempête Alex qui arrive en 2020, elle a pour effet, en fait, de réactiver et de mobiliser et de structurer cet élan qui était préexistant de la société civile. Et là, dès novembre 2020, il y a des dizaines d'habitants et d'habitantes qui se regroupent pour échanger autour de ce projet et créer le collectif Ressources. Donc ça, c'est carrément un mois juste après la tempête, hein. Et c'est aussi à ce moment-là que là, le groupe, qui était à majorité de femmes, il s'élargit aussi à de nouveaux et nouvelles habitantes dont je fais partie. Et j'estime, je pense, à 50 voire 100 personnes, il faudrait que je regarde un peu mieux, les personnes qui sont vraiment actives et qui présentent un intérêt à ce projet. Après, en temps de crise post-tempête, donc là, de décembre 2021 à juin 2021, le collectif, donc qui s'est, voilà, remobilisé, il coécrit un dossier, de présentation pour la SNCF du projet de tiers-lieu, qui la SNCF se dit vraiment intéressée à l'accompagnement du projet. Mais la mairie de Tende, effectivement, se porte acquéreur du bâtiment et là, il y a pas il y a voilà, il y a des échanges, mais il y a pas de coopération établie entre ces 3 parties, société civile, SNCF et commune. Donc là, le collectif, il décide à la suite de ces événements de demander un rendez-vous au préfet de la reconstruction, qui avait été nommé, pour présenter le projet, qui accepte et écoute et cela ne débouche sur aucune suite. Tout ceci a effectivement contribué à démotiver le collectif. Et c'est à l'été 2021 que là, l'association, Les Amis de la Roya, qui est une association parisienne de soutien à la vallée, souhaite porter, cette initiative et propose au collectif la mise à disposition gratuite pendant 1 an d'un local commercial à Tende. Donc l'association et le lieu La Locomotive naît en septembre 2021 dans le village tout en haut. Mais on voit que voilà, le projet qui était vraiment d'une échelle valléenne, du coup s'adapte à un espace qui est un espace commercial et vise à effectivement rétrécir un peu le projet dans son aura territoriale. Heu, donc en fait, les résultats de l'analyse chronologique là sur la dynamique tiers-lieu, il y avait vraiment 2 dynamiques de tiers-lieux qui sont existantes avant la tempête, qu'elles émanent des habitantes et des habitants, que ce sont des projets de mise en collectif d'espace pour des activités professionnelles
et ou associatives aussi. Et les 2 dynamiques, elles étudiées, en fait, elles ont un point commun, donc c'est de proposer et d'être dans des espaces spécifiques, c'est-à-dire des gares vétustes ou à l'abandon. Donc la tempête, on peut dire qu'elle est catalysatrice du déjà là. C'est l'exemple effectivement du collectif Ressources qui démontre qu'il y a une remobilisation citoyenne importante et agile en période de crise post-tempête autour de ce projet et que c'est là a pour effet de fédérer aussi plus largement auprès de nouveaux et de nouvelles habitantes. Après, on observe aussi qu'il y a des compétences et une expertise habitante qui est forte, c'est-à-dire qu'il y a une force de travail productif à la rédaction du projet et à la prise de contact avec des acteuristes publics et privés, qui démontrent une connaissance des rouages d'ingénierie du projet et une mise en collectif des compétences, du temps et des idées. Et pourtant, on remarque là une absence de coopération entre société civile et instances publiques. Bien qu'il y ait une écoute des pouvoirs publics, il n'y a aucune co-construction ou intérêt notable pour un passage à l'action. Mais il existe un soutien donc, du secteur associatif qui, lui, est plus institutionnalisé, là, avec donc l'exemple de la locomotive qui en est. Donc, quelle stratégie institutionnelle dans la dynamique tiers-lieu? On fait un saut là pour répondre à l'appel à la mobilisation civile qui est extrêmement dynamique et ou pour la maîtriser, l'État met en place seulement en janvier 2022, donc vraiment plus tard, une concertation citoyenne auprès des habitantes et habitants et maires des 3 vallées, sinistrés afin de, je cite: «Afin de réfléchir collectivement à l'avenir de ces territoires au-delà de la seule reconstruction». Cette concertation, elle est organisée, par la préfecture, des Alpes-Maritimes grâce en fait, ils créent, la mission interministérielle de la reconstruction des vallées. On dit MIRV, c'est plus rapide. Hem et donc du coup, là, cette concertation, elle s'articule en deux grands temps, 2 grands organes. En premier, en fait, il s'agit, de mettre en place il y a une plateforme qui est mise en place internet, c'est une plateforme de consultation qui s'appelle Purpose et qui propose notamment un appel à projets, qui invite les habitants, habitantes et les collectivités à proposer des projets et là je cite aussi: «Pour autant qu'ils aillent dans le sens de l'intérêt collectif». Les résultats de cette consultation en ligne, là, ils sont là pour pouvoir alimenter dans un second temps, en fait, des ateliers prospectifs qui sont menés entre habitants, habitantes et les maires et ça, c'est, par vallée et après en intervallée, hein, sur les 3 vallées sinistrées. L'État annonce, aussi le financement des projets sélectionnés grâce à une enveloppe exceptionnelle de 50 millions d'euros qui sera complétée par des contributions des collectivités territoriales, de l'Union européenne, pour atteindre un potentiel, financement là de 100 000 €. Je reviendrai un peu plus en détail en fait sur la concertation dans la troisième partie de la présentation là, ce soir. Mais déjà, en fait, je peux, en fait, aussi vous en parler parce qu'effectivement, moi, j'ai répondu en 2022 à l'appel pour participer aux ateliers prospectifs auxquels j'ai été sélectionnée tout au long du processus, soit 4 journées en tout, dont 3 qui étaient participatives et une de séminaire, une rencontre politique. Alors, lors, de la concertation, effectivement, la dynamique tiers-lieu, elle est toujours présente et elle s'avère en fait intervalléenne. C'est-à-dire que sur la plateforme La Pure Pause, on voit qu'il y a un quart des projets déposés par les habitants et les habitantes des 3 vallées sur la plateforme qui sont liés à la création ou à l'aménagement d'espaces d'échange et plus largement à des enjeux de liens sociaux. Heu et lors des ateliers prospectifs aussi, on voit que la thématique tiers-lieu, elle est abordée par les habitantes et les habitants, ainsi que l'usage possible là de la gare Saint-Dalmas qui est aussi abordée lors de la première journée de concertation. Et du coup, c'est à cet effet aussi que le collectif Ressources, au vu de l'engouement là de tous les habitants et tout pendant la concertation sur la thématique, tiers-lieux et de partage d'espace, décide de déposer le dossier qui était pour la SNCF, qu'il avait réalisé pour la SNCF et qui n'avait pas été même présenté, vu que la mairie s'était portée acquéreuse, donc qui décide de le mettre sur, Purpose comme document ressource pour, vraiment pour tous, personnes qui voudraient s'emparer de ce dossier. Je note aussi qu'à la concertation dans les ateliers prospectifs et sur, Purpose, il y a la présence de Leandro Centore qui est habitant et qui fait partie aussi du collectif Ressources, qui est présent
Et nous déposons d'ailleurs, chacune sur Purpose, donc moi-même aussi, des projets de dynamique tiers-lieu pour la basse vallée, heu, un, un atelier partagé bois et une maison de l'architecture rurale. Hem, Là, en fait, les résultats de la dynamique tiers-lieu, on va dire dans la stratégie institutionnelle, en fait, on montre que ça montre que la dynamique, elle émane quand même des habitants des 3 vallées sinistrées, avec une prévalence pour la vallée de la Roya, et que le terme et la définition de ce qu'est un tiers-lieu, c'est un nouveau vocabulaire qui émane plutôt de la société civile et qui, en fait, qui était pas présent, en fait, dans les rapports. On voit, des ateliers qui ont été faits entre les maires, et il le sera par contre effectivement là, dans les autres rapports de synthèse, qui sont là institutionnels. Donc je peux donc, avancer que le concept de tiers-lieu, à la fin de la concertation, c'est une dynamique qui est abordée, qui est connue, sue et ou comprise, par les habitants qui y ont participé, les maires et les institutions publiques et organisatrices. À cet effet, on peut avancer donc du coup que la concertation, elle a servi à légitimer les propositions déjà existantes de la mobilisation civile auprès des maires et des communes, qui n'étaient à ce jour pas peu entendues et considérées. Hem, alors comment est-ce que, comment la dynamique tiers-lieu, qui a émané, de la mobilisation citoyenne se concrétise? Quelle articulation avec les institutions? Je vous propose là à présent d'analyser un peu la dynamique tiers-lieu en période post-concertation, à partir de 2022 jusqu'à 2024. Dans la vallée de la Roya, du coup, il y a toujours ces 2 dynamiques tiers-lieux qui continuent de s'observer, qui se renforcent, se structurent suite à la concertation. J'ai pas le temps d'aborder, la concrétisation de Loro et Campoun en manufacture de proximité et leur coopération à travers des projets structurants du territoire. Mais je vais par contre, du coup, essayer d'aborder là plus en détail l'émergence de la dynamique, tiers-lieu au sud de la vallée avec l'association de l'atelier rural, en Roya. Donc, la période et l'émergence, de l'atelier rural en Roya, en fait, c'est que déjà, au lendemain de la concertation, donc en mars, 2022, il y a le regroupement de 3 projets qui ont été déposés sur Purpose, des ateliers partagés portés par Leandro Centore, un lieu de vie artistique porté par Capucine Simonis et Morgane Gano et la maison de l'architecture rurale que je porte. En fait, on partageait une problématique commune, c'était effectivement aussi, comme pour le collectif Retour Source, trouver des locaux pour la mise en collectif de nos projets et inventer nos métiers pour pouvoir rester vivre vraiment sur ce territoire. Donc la spécificité est que vu que nous habitions, nous, en basse vallée, nous souhaitons implanter une dynamique de tiers-lieu dans le sud de la vallée. Parce qu'effectivement, l'Orécampoun est une dynamique dans le nord de la vallée. Et juste pour un niveau géographie, il y a en fait des gorges entre les deux, ce qui est en fait une limite géographique entre le nord et le sud de la vallée. De là, effectivement, il y a aussi donc un rendez-vous qui est fait avec le maire, de Breil-sur-Roya dès mars 2020, et pour présenter nos différents projets, et on lui propose aussi notre expertise dans l'accompagnement à la création d'un tiers-lieu à Breil-sur-Roya, qui intégrerait nos projets, mais aussi d'autres à venir. Et là, le maire nous entend effectivement et nous demande de le tenir informé de la structuration du projet. Donc là, la suite de 2022, c'est vraiment une période de structuration du projet et du collectif de l'atelier rural en Roya, les dossiers, des accompagnements aussi par le DLA, ce genre de choses associatifs et des projets aussi in situ, bien sûr sur le territoire. Alors hop, hem, s'ensuit donc là, on est en 2023, sur toute l'année 2023, là, c'est la période de concrétisation entre l'association et les instances publiques. Et là, en fait, on voit qu'il y a la formation de 2 groupes distincts justement entre mobilisation civile et instances publiques. Il y a effectivement la mairie de Breil là qui nous annonce être en cours d'achat d'un bâtiment ferroviaire et nous annoncer nous choisir comme délégataire et gérant du tiers-lieu. Les 2 chefs de projet du programme Petite Ville de demain, qui sont Léa Séquiou et Anne Lochin, se joignent au projet. Petite Ville de demain, en France, c'est, en fait un programme étatique de définition des projets territoriaux structurants, sous couvert de la communauté de communes. Et donc là, voilà, nos 3 parties, s'ensuit l'idée de mettre en place une mission d'une assistance à la maîtrise d'usage, une AMU, qui est réalisée par l'atelier rural pour la création du futur tiers-lieu de Breil-sur-Roya.
Donc là, une coopération se met en place entre ces 3 parties prenantes et il y a aussi des visites de tiers-lieux, des rencontres de partenariat, des réunions, nanana et la commune demande d'ailleurs à cet effet une avance de sur subvention à la MIRV qui n'est pas acceptée. En avril 2023, donc tout ça en parallèle, il y a la MIRV qui annonce mettre en place un comité Avenir des Vallées, qui sert en fait à sélectionner des projets qui seront financés par cette enveloppe exceptionnelle dont je vous parlais au début. Donc là, la mairie, Petite Ville de demain et l'atelier rural en Roya doivent présenter un dossier et préparer un oral de présentation du projet du tiers-lieu. Le projet, il passe 2 fois en commission, en mai et en septembre. Il y a un avis favorable qui est émis. Cela veut dire que le dossier pourra être signé par le ministre en conseil de reconstruction. Il n'y a pas de date annoncée et le projet ne dispose toujours pas de fonds fin 2023, ni de retour de validation officielle. Donc ça fait 3 ans que la tempête a eu lieu. Hem Après, en 2024, donc là, toujours dans l'attente, des subventions, il y a quand même une signature de l'accord-cadre qui est signé en mars entre l'atelier rural et la mairie qui s'élève à 40 000 €. Les comptes annuels sur 2022-2023 de l'association s'élèvent à un bénévolat de compétences égal à peu près 72 000 €. Alors voilà cette analyse qui est pour l'instant encore un début. Heu, les résultats de cette analyse de la dynamique là, un peu, j'ai essayé de faire une chronologie pour essayer de tout remettre en place. En fait, ça nous renseigne quand même sur pourquoi est-ce que ce projet émerge. Donc déjà, effectivement, il y a une coopération qui est rendue opérationnelle entre instances publiques et mobilisation civile et ça s'est rendu possible en premier temps par la concertation qui est mise en place par la MIRV, qui offre un espace de rencontre et d'écoute et de considération de la mobilisation civile qui n'existait pas ou peu avant, alors que c'est la même dynamique. L'espace de concertation joue le rôle là d'intermédiaire entre communes et société civile. En fait, ça sert à ce que des communes considèrent la mobilisation, civile là comme un atout politique, social, économique pour leur, village et c'est l'opportunité aussi pour une partie de la société civile à considérer la coopération avec les instances publiques pour faire valoir la pérennité de leur projet et comme atout aussi économique à leur installation vraiment durable sur le territoire. On voit quand même qu'au long cours, la MIRV, elle porte atteinte à la bonne structuration des projets et elle freine, par exemple, la coopération entre l'atelier rural, Petite Ville de demain et la commune, faute de moyens financiers et de transparence des règles du jeu pour les projets sélectionnés par la commission de validation. Ça a aussi un autre effet, c'est qu'à certains moments, ça met à mal la confiance dans la coopération entre institutions et société civile et de faire un effet de mise en concurrence aussi entre les projets et les habitants. Donc voilà. Après, deuxièmement, on voit que la dynamique de tiers-lieux dans la vallée, elle se concrétise parce qu'il y a une opportunité politique des communes et foncières de la part, par exemple, de la commune de Bray. Et il y a aussi un intérêt de la MIRV à faire vitrine de ses projets et de son rôle dans l'ingénierie de coopération sur du post-tempête. Troisièmement, le projet il est rendu possible et voit une accélération dans l'acceptation des instances, des institutions publiques lorsqu'en fait, il y a la chef de projet, Léa Sécu de Petite Ville de demain qui s'empare des projets. C'est effectivement donc là, on voit une rencontre humaine qui est déterminante et qui favorise ce projet. Donc là, entre 2 femmes architectes, une du côté mobilisation civile et l'autre du côté des instances publiques. Et un point important, en fait, c'est que Léa Sécu, elle va à la rencontre de la société civile dans son métier et elle prend en fait le relais de l'espace de concertation et elle crée la mise en fait en dialogue et aussi la traduction entre société civile et instances publiques. Elle fait vraiment ce levier entre les deux. Quatrièmement, l'intérêt des instances publiques pour du coup ces projets, elle permet de créer un éclairage sur ces associations qui existaient ou qui commencent à exister auprès d'autres institutions et acteurs privés et en fait, cela, ça participe à légitimer les projets et donc à ce que les associations remportent des appels d'offres pour pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Et cinquièmement, et pas des moindres, les projets, leur structuration, elles sont concrétisées grâce à un collectif d'habitantes et d'habitants qui sont multicompétences, qui sont agiles et qui ont des expériences professionnelles ou non, de création de tiers-lieux ou non, alternatives, d'ingénierie de projet en fait aussi similaires. Et cela, en fait, c'est possible parce que soit elles ont du temps et ou des moyens financiers leur permettant de survenir à leurs besoins, le temps de voir, espérer, parce qu'on voit qu'on est en 2024 et que le fonds arrive
tout petit peu, donc d'espérer aussi la concrétisation des projets. Ils sont donc souvent soit à la retraite ou soit ont des fonds propres, un emploi du temps rémunéré qui laisse du temps, etc. Il aura fallu donc franchement des moyens financiers, de temps et de compétences considérables pour ce et ces projets. Et donc pour conclure cette partie sur la prise en compte de la société civile pour la reconstruction de la vallée, je distingue qu'avant la tempête et en temps de crise, il y a vraiment une agilité de la mobilisation citoyenne en avance sur les pouvoirs publics. Cette mobilisation citoyenne, elle est large, mais elle est peu écoutée et pas valorisée par les pouvoirs publics. Une partie de cette mobilisation civile semble ne pas avoir eu accès à la fabrique du territoire par la suite. Pour le collectif Ressources, il s'agissait d'une majorité de femmes. J'observe aussi que les institutions qui n'étaient pas à l'écoute en fait de la société civile avant la concertation et qu'elle ne soit pas incluse dans la création de la concertation, c'est aussi un frein à la participation des habitantes et des habitants. Parce que du coup, il y a un épuisement. Ils ont fait plein de projets, il y a de projets qui, du coup, il n'y a pas eu d'écoute de la part des pouvoirs publics. Il y a une perte de confiance, il y a une méfiance à ce qui vient du haut, et il n'y a plus de temps et il y a la colère. Ça valide aussi un système étatique en fait qui valorise la reconstruction des infrastructures, donc une réponse technologique, technocrate et tout, avant celle des liens entre les humains et non humains et les initiatives de la mobilisation civile, qui là serait une réponse sociale. Il reste cependant à questionner aussi qui des habitants participent à la mobilisation au lendemain de la catastrophe et de questionner à quelle échelle elles sont touchées par la tempête économique, santé, psychique, etc. Tout le monde ne peut pas participer de la même manière à cette mobilisation citoyenne, donc il y a plein de façons de le faire. Dans un second temps, la concertation citoyenne, elle joue effectivement un rôle intermédiaire entre société civile et commune. Mais là, je vois que la présence de certaines et certains porteurs, porteuses de projets aux ateliers prospectifs ou le dépôt de certains projets avec beaucoup de votes sur la plateforme Purpose, là, paraît un réel levier à la concrétisation en fait d'une coopération entre société civile et instances publiques. Cet aspect est donc inégalitaire par rapport à des habitantes et des habitants n'ayant pas participé aux ateliers prospectifs, qui valorise aussi la capacité de prise de parole en public, de compréhension du monde institutionnel, la capacité de réseau, et donc ce qui pose la question forcément de qui peut participer à cette concertation, qui est invisibilisé. Et c'est pareil pour le dépôt des projets sur Purpose, qui demande aussi un accès au numérique et pose les mêmes questions, qui participe, qui est invisibilisé. Dans le troisième temps, donc là, qui est consacré au développement des projets qui sont co-construits entre les communes et la société civile, il y a deux éléments qui, selon moi, créent des inégalités. Premièrement, c'est la non-transparence des règles du jeu pour la sélection des projets financés par la mission interministérielle de la reconstruction des vallées, qui précarise les porteurs et porteuses de projets de la société civile. Et donc cela confirme que la concertation est basée sur le bénévolat des habitantes et des habitants, ce qui ne permet pas à toutes et tous de pouvoir participer à la fabrique du territoire post-catastrophe. Cela a deux effets: la non-reconnaissance de valorisation de leur expertise et compétences, une mise en danger, une précarisation d'une partie des porteurs et porteuses de projets ou de personnes qui veulent s'engager là-dedans. Cela engendre aussi des effets de domination et de pouvoir, à savoir une obligation à être adaptable et disponible pour être au service de la MIRV et accepter de ne pas comprendre les règles et être soumis à un système de domination centralisée et régalienne. Après, il y a aussi la nécessité d'avoir en fait des compétences requises pour participer à la reconstruction du territoire, qui présuppose que donc du coup là, seuls les habitantes et habitants qui peuvent répondre à tous ces critères, compétences, temps, financement personnel et tout, qui peuvent participer à la reconstruction de la vallée. Donc c'est lesquels? Quelles inégalités sont renforcées? Et qu'est-ce que ça crée sur ce territoire post-catastrophe climatique? Là, moi, faisant partie de ces personnes, je dois te dire que j'ai accédé à la fabrique du territoire, parce que déjà j'ai un capital socioculturel qui est dit élevé. Je suis une femme blanche, que j'ai des compétences et des connaissances du monde institutionnel, le vocabulaire et cetera.
En cela, je défends effectivement une lecture intersectionnelle, car il paraît important de questionner en fait ces rapports de pouvoir et de domination. J'exerce moi une forme de domination auprès d'autres femmes et hommes qui n'accèdent pas à la fabrique du territoire, comme par exemple les femmes du collectif Ressources. D'autre part, moi, je suis moi-même confrontée à des dominations, à commencer par le système patriarcal et la domination régalienne, avec le plafond de verre, qui peut faire mal. Je remarque que je suis la seule femme, je crois, à être arrivée aussi haut dans les jeux de pouvoir institutionnels du côté de la société civile de la vallée de la Roya. J'ai été mise en difficulté financière. J'en ai averti effectivement la MIR, la commune, Petite Ville de Demain, afin d'être rémunérée comme personne ressource et experte. J'ai été mise à la suite de côté par la MIRV et victime de techniques d'intimidation et ou valorisation sans que mon expertise ne soit reconnue. Pour conclure, l'inadéquation temporelle entre la mobilisation citoyenne et la mise en place de stratégies institutionnelles de l'autre côté crée des inégalités d'accès à la fabrique du territoire. Il y a une non prise en compte inclusive et effective de la société civile pour la reconstruction, et il y a une valorisation de certaines personnes habitantes porteurs de projets et tout qui accèdent à la fabrique, mais aussi une précarisation de certaines habitantes et habitants porteurs de projets. Et donc, du coup, cette partie m'amène à me poser la question, la tempête révèle et ou accentue-t-elle des inégalités dans la vallée de la Roya? Et là, je vous propose la troisième partie. Alors, la troisième partie, donc là, c'est, je vais vous présenter, c'est un article qui sera à apparaître prochainement dans Géoproximité, qui est une revue en ligne de géographie, qui s'intéresse aux questions afférentes aux pratiques sociales dans les espaces de proximité. Alors, là, afin en fait de comprendre si la tempête, elle révèle et ou accentue des inégalités dans la vallée, je me suis déjà posé une question: qui sont les plus vulnérables lors d'une catastrophe climatique? Le changement climatique aggrave les risques climatiques, donc précipitations extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, qui engendrent une multiplication des catastrophes dites naturelles, causées ou non par l'humain. Ça, c'est logique. Toutes les populations, elles peuvent en être victimes, mais elles frappent de façon inégale les êtres humains. Et là, en fait, on voit que ce sont les groupes les plus vulnérables de la société, du fait de leur situation socio-économique défavorable, qui sont les plus touchés, notamment les femmes, car, et là je cite l'ONU, les catastrophes renforcent, perpétuent et augmentent les inégalités de genre, rendant ainsi les situations de crise encore plus difficiles à vivre pour les femmes. Donc il est admis que les femmes seront de plus en plus vulnérables, d'autant plus sur les territoires à haut risque, comme celui de la vallée de la Roya. Cet état de fait est abordé par des scientifiques et institutions depuis plus de 30 ans et largement accepté aussi par les institutions étatiques, l'ONU, le Parlement européen, etc. depuis plus de 10 ans ou quoi. Et avec depuis 2020, on voit aussi une nette augmentation de production de rapports et d'actions. Donc le fait que les femmes sont plus victimes et vulnérables, mais aussi qu'elles proposent des solutions déterminantes pour lutter contre la crise climatique est aussi largement représenté et véhiculé, que ce soit par la presse depuis 2020 ou par le GIEC ou voilà. Donc c'est pour ça que donc du coup, j'ai souhaité aborder la question du genre pour penser les risques. Car il paraît important de questionner si la catastrophe de la tempête, elle renforce, perpétue et ou augmente ou non les inégalités et la vulnérabilité des femmes sur ce territoire. Et si oui, quel processus y participe? Alors, il y a un nombre important de rapports, d'études et d'articles scientifiques sur la tempête Alex qui ont été réalisés depuis 2020. Mais à part, je ne sais pas peut-être, mais à part le travail en cours de la chercheuse Emanuela Dalmasso en sciences politiques et sociales qui étudie la participation citoyenne, il n'y a aucun travail à ma connaissance qui n'aborde la lecture de la tempête Alex par les sciences sociales. Proposer une analyse par le prisme du genre du territoire post-catastrophe de la vallée de la Roya, en fait, ça revient à comprendre, analyser et visibiliser
les types de vulnérabilités auxquelles les femmes de la vallée de la Roya sont exposées et pouvoir en fait les anticiper sur d'autres territoires à haut risque climatique. D'où l'intérêt de la conférence aujourd'hui de faire ça entre différents territoires qui ont été victimes de catastrophes. Le terme là de vulnérabilité, il est vraiment extrêmement concret lors d'une catastrophe dite naturelle, car il y a une multitude de concentrations de risques. Et là, le concept de care, il est ici intéressant parce qu'il pose la vulnérabilité comme l'essence de notre appartenance à l'espèce humaine. Ça, c'est Tronto. Le care, il est entendu comme recevoir le soin, euh, se soucier d'autrui, prendre soin d'autrui et prendre en charge autrui. Et ici, donc la définition de care de Joan Tronto prend une dimension encore plus concrète suite à une destruction d'un monde tel que l'a fait la tempête Alex, où il y a la nécessité de le réparer. Et là, je cite Tronto, au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Et là, je me suis demandé qui réalise le CARE. Et là, comme l'a révélé effectivement au grand public la période de la pandémie de Covid-19, ce sont les femmes qui ont le plus accompli le travail de CARE dans la société, que ce soit de manière assignée ou contrainte. Ce sont aussi celles souvent qui ont été les moins protégées et qui appartiennent aux groupes sociaux les plus exposés et les plus stigmatisés. La dévalorisation du travail du care est souvent effectivement aux marges de la société moderne capitaliste plutôt que près de son centre, ce qui entretient aussi une invisibilisation des femmes. Donc lors d'une catastrophe naturelle où la destruction impose du care par toutes et tous, y a-t-il une invisibilisation du care et des femmes? Si oui, quels en sont les processus et en quoi cela participe ou non à incapaciter les femmes à exercer leurs droits fondamentaux? Alors, la troisième partie du coup de cette conférence, elle propose un état des lieux de la fabrique du territoire post-catastrophe en période de crise et de reconstruction par le prisme du genre, afin de mener un constat de l'invisibilisation ou non des femmes dans leur participation au care du territoire post-catastrophe. Le but, c'est de tenter de visibiliser des mécanismes et des obstacles qui incapacitent les femmes ou non à exercer leurs droits fondamentaux, à savoir la reconnaissance de leur rôle et de leur place dans les efforts post-catastrophe, et de leur expression politique dans la fabrique du territoire post-catastrophe. Pour ça, en fait, pour illustrer la visibilisation des genres en période post-catastrophe, j'ai choisi d'interroger la représentation médiatique, puis participante des femmes de ce territoire post-catastrophe. Là, la première partie, je vais analyser la visibilité, oui, ça, médiatique de la place et du rôle des femmes et des hommes dans le temps de crise de la tempête Alex. Et là, ce sera grâce à une méthodologie visuelle. Je propose un constat sur comment ont été représentés auprès du grand public le rôle et la place des femmes sur le temps de crise. Quel effet, quel levier? Et la deuxième partie, elle s'intéresse à la participation et à la visibilisation politique des femmes et des hommes à la reconstruction. Là, cette partie, elle s'attache à faire une analyse numéraire et genrée des projets territoriaux qui ont été déposés par les habitantes et les habitants dans le cadre de la concertation citoyenne sur Pure Pause. Donc là aussi, quels constats, quels effets? Alors, première partie, les photographies en fait de la tempête Alex, elles ont été extrêmement nombreuses et un moyen très rapide pour communiquer sur l'événement. L'effet spectaculaire de la destruction des paysages marque les esprits dans l'ère de la consommation d'images là et d'informations quotidiennes. Donc c'est pour ça que je propose d'étudier les photographies des médias, parce qu'effectivement, on sait qu'elles façonnent de manière significative nos pensées et nos actions, et que ça, en fait, ça reflète et que ça influence les structures et les systèmes sociétaux. Les médias, ils ont quand même un pouvoir sur notre compréhension du genre, y compris les normes, les rôles et les stéréotypes. Donc, je choisis d'étudier sur Google Images les photographies disponibles de la tempête Alex. Et il s'agit de montrer si ces photographies, donc qui sont vraiment visibles de toutes et tous, véhiculent une construction sociale des rôles attribués aux femmes et aux hommes pendant la tempête et s'y participent à entretenir du coup des rapports d'inégalité femmes-hommes. Alors,
Pour visibiliser des inégalités femmes-hommes, donc là, et c'est sans omettre l'existence de personnes gender fluid, queer et non binaires. Je vais nommer ici femmes des personnes qui semblent performer des identités féminines et hommes, celles qui semblent en performer des masculines. Je fais le choix là aussi de me concentrer sur les représentations de genre pour constituer une analyse préalable. Mais cette analyse, il y a des limites aussi à cette méthodologie. Cette analyse, elle me permettra d'aller dans un second temps sur le terrain avec une posture féministe à la rencontre des femmes et minorités pour leur donner la parole, récolter des données qualitatives et ainsi analyser leur rôle vécu. Pour me permettre en fait de réaliser une analyse visuelle au prisme du genre des photographies de la catastrophe, j'utilise la méthodologie Topino, qui a été développée par Corinne Luxembourg, qui est aussi ma directrice de thèse depuis, et donc du coup elle l'a développée depuis 2014 dans le cadre de plusieurs recherches-actions qui étudient en fait les expressions des rapports sociaux de genre dans l'espace public, urbain et ruraux. Et en fait, de façon systématique, sont repérés en violet les femmes et en jaune les hommes, qui semblent performer, hein. Quand je dis hommes et femmes, c'est pareil. Cela permet visuellement en fait de faire apparaître les majorités de fréquentation dans les espaces publics pour pouvoir après les analyser. Grâce du coup à cette méthode, j'analyse la représentation des hommes et des femmes dans les espaces post-tempête et leur action. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? 3 ans après la tempête Alex, j'ai effectué sur Internet la recherche sur Google des images associées à l'expression tempête Alex. Donc voilà là, la première page de résultats qui proposait photographie des effets de la catastrophe. Sur les 27 photographies, il y a il n'y a pas de présence en fait de personnes humaines. Sur l'ensemble des photographies, il y a par contre 14 bâtiments d'habitation partiellement détruits ou en situation de danger imminent, glissement de terrain et tout. Dans la suite du déroulé des photographies, là, les premières images avec des humains représentent des personnes apparentées comme hommes. Donc là, la recherche, j'ai essayé ensuite de la poursuivre en cliquant sur les images présentant une présence humaine jusqu'à avoir une majorité d'images avec des humains. Et j'ai appliqué la méthode Topino. Donc pour ce qui est de l'analyse, donc ça montre, là on voit au niveau des masses de couleurs, une présence majoritaire des hommes. Donc ça montre des majorités. Sur les 36 photographies là, qui émanent des médias, il y a 263 personnes identifiées, donc la grande majorité sont apparentées comme hommes, 235, et ils se trouvent tous dans un environnement extérieur. Les activités des hommes sont le secours à la personne, le portage des dons, l'attente et la prise de parole en public. Ça révèle aussi les minorités. Donc les femmes présentes sur les photographies analysées sont minoritaires, au nombre de 28, et elles ont en majorité les mêmes activités et actions que les hommes. Aucune photographie ne présente une majorité de femmes, 13 photographies ne comptent pas de femmes, et la majorité des photographies où il n'y a pas de femmes sont un rassemblement politique au nombre de 6, le portage d'objets au nombre de 5 et l'attente d'une tâche à effectuer au nombre de 2. Il y a aussi des spécificités, je ne vais pas là tout annoncer parce que sinon c'est trop, mais par contre là, il y a l'analyse, la proportion de représentation des femmes sur les 3 planches des photographies révèle que plus il y a la présence du président Emmanuel Macron, moins il y a de femmes, inférieure à 11. Après, effectivement, donc il y a la suite de la méthodo, là où j'ai essayé de comprendre, bon, où sont les femmes? Donc j'ai été obligée d'ajouter, à tempête Alex le mot femme et essayer de rechercher effectivement, poursuivre en cliquant sur des photographies qui présentaient des femmes, jusqu'à essayer de trouver, effectivement, là où il y avait la majorité de femmes sur une des photos, Google. Et donc en voici, l'analyse de où trouver la présence majoritaire des femmes. Donc sur les 39 photographies qui émanent là aussi des médias, il y a 108 personnes identifiées, dont la grande majorité sont apparentées comme femmes, au nombre de 76, et elles se trouvent en majorité dans un environnement intérieur. Les activités des femmes sont préparer à manger pour d'autres, trier, ranger et distribuer les dons et denrées, porter conseil auprès d'autres personnes et travailler sur un ordinateur. La raison de la présence des femmes est le care, et il y a 5 photographies qui présentent une majorité d'hommes ou de garçons. Pour ce qui est des minorités, donc les hommes présents sur les photographies analysées sont minoritaires, au nombre de 32, et ils ont aussi les mêmes activités et actions que les femmes. Il n'y a aucune photographie qui présente d'action de portage des dons, et aucune photographie ne représente de rencontre politique.
Les spécificités, et j'en nomme que 2, c'est qu'on remarque la présence d'enfants et de jeunes personnes et que les espaces intérieurs sont des espaces recevant du public qui appartiennent soit aux communes, soit qui sont privés. Alors, effectivement, donc là, les premiers résultats de la recherche sur, Google Images là, de Tempête Alex, ils montrent qu'il y a des photographies qui sont spectaculaires et qui proposent là une large échelle territoriale allant au-delà du territoire impacté et on voit le littoral, des photos vues du ciel et cetera. Les seconds résultats, ils montrent la présence des hommes dans l'espace public lors de l'événement. Ils ont des activités de care et de prise de parole qui sont valorisées par leur représentation médiatique auprès du grand public. La troisième série de résultats révèle la présence des femmes lors de la tempête Alex. Elles sont majoritairement dans des espaces intérieurs et réalisent des activités de care semblables à celles des hommes dans l'espace public. Les résultats, en fait, ils montrent un rapport d'échelle territoriale décrescendo. Il y a l'échelle territoriale pour la représentation de l'événement de la catastrophe, l'échelle de l'espace public pour la représentation des hommes et l'échelle de l'espace intérieur pour celle des femmes. L'analyse des images, là, elle montre que les activités de care post-tempête sont réalisées par une majorité d'hommes dans l'espace public extérieur et qu'ils se prolongent dans l'espace public et semi-public intérieur et sont réalisées par une majorité de femmes. Les iconographies donc des médias construisent la représentation qu'en cas de catastrophe dite naturelle, les hommes sont plus présents dans l'espace public que les femmes. Sur Internet, il a fallu quand même que je cherche la présence des femmes et leur rôle dans la tempête Alex. Cela révèle une représentation convoquant des stéréotypes de genre par la dévalorisation politique et sociale que l'on associe à la place et au rôle des femmes dans une réponse post-catastrophe. Je note aussi que là, le stéréotype de la force assigné au genre masculin pour porter les dons, denrées et les personnes à secourir valorise l'activité de care des hommes dans l'espace extérieur. Les femmes restent majoritairement, elles, dans l'espace public intérieur, où elles doivent aussi user de la force pour transporter, ranger et secourir des personnes. Mais cette activité n'est ni représentée ni valorisée comme telle dans les photographies des médias de la tempête Alex. Donc en fait, bien que la tempête Alex ait eu lieu en même temps que le deuxième confinement, qui avait été un révélateur de l'importance des activités de care, il y a un processus d'invisibilisation des femmes dans les activités d'urgence post-tempête. Les représentations des médias participent à la construction des rôles attribués aux femmes en période de crise et à leur assignement contraint, subi ou choisi des femmes à réaliser ces tâches, majoritairement dans des espaces intérieurs publics et à l'échelle du territoire, pour trier, ranger, distribuer les dons, préparer à manger et nettoyer, aider les personnes vulnérables, etc. Cette construction de stéréotypes de genre, en fait, on voit que ça influence les rôles et la place des hommes et des femmes, ça peut, pour les prochaines situations de crise climatique. Ces résultats, en fait, ils sont en adéquation avec nombreux rapports et par exemple aussi celui de Céline Calvez sur la place des femmes dans les médias en temps de crise dans le COVID, pour le Covid-19, qui a été remis au ministre de la Culture et chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui effectivement démontre qu'il y a une aggravation de la sous-représentation des femmes et de leur représentation pendant la période de crise du Covid-19. Donc les résultats de toute l'analyse aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils mettent aussi en évidence que c'est dans les iconographies médiatiques représentant des débats politiques post-crise que sont sous-représentées les femmes, voire non représentées. Donc cette invisibilisation médiatique est-elle représentative de la participation des femmes à la reconstruction du territoire de la vallée de la Roya? Donc là, on aborde voilà, la deuxième partie de la dernière partie. Et donc là, en fait, je propose de faire une analyse genrée de la participation des femmes et des hommes à la concertation citoyenne par le prisme là, de la plateforme Purpose. Donc, pour rappel, cette plateforme Internet, elle invite donc les habitants, les habitantes et les collectivités à déposer des projets, et là, je cite, pour autant qu'ils aillent dans le sens de l'intérêt collectif. Il y a eu 173 projets qui ont été déposés sur la plateforme Purpose pour les 3 vallées, hein, Tinée, Vésubie, Roya. La vallée de la Roya, elle en comptabilise 143. Cette disparité, ça confirme la vitalité de la société civile de la vallée de la Roya et ou l'intérêt pour l'annonce de l'enveloppe exceptionnelle pour relancer cette vallée qui est déjà extrêmement paupérisée.
En tout cas, ça veut dire quand même que les personnes se projettent, souhaitent y rester, mais est-ce que c'est vraiment possible, en fait, de se projeter toutes et toutes de la même manière sur un territoire à haut risque? Donc, j'ai pas le temps, mais il y a aussi la petite vidéo de la concertation citoyenne que je vous laisserai juger. Hem, En fait, heu, compter le nombre de projets qui a été déposé par des personnes qui sont apparentées comme hommes ou comme femmes, ça revient à essayer de constater s'il y a une égalité femmes-hommes dans la représentation, la participation et l'accessibilité à la plateforme Purpose. Le but de cette méthode, en fait, c'est de visibiliser, des inégalités de représentation de genre et d'expliquer quels sont les processus pour les réduire. Il y a déjà plein de rapports aussi qui le proposent. Ça peut être des quotas par genre, de la discrimination positive, des politiques sensibles au genre, une communication prenant en compte les femmes, et cetera. Un accompagnement des collectivités, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont proposées, qui sont connues en fait. Les données analysées, là, elles sont issues du rapport de la synthèse des contributions de la plateforme Purpose, qui a été faite par la direction interministérielle de la transformation publique et par une enquête, moi, auprès des dépositaires et dépositrices des projets, qui a été facilitée par ma connaissance située du terrain en tant qu'habitante et professionnelle. Alors, bah voilà, j'ai réalisé donc l'analyse genrée des 143 projets. Les premiers résultats, ils montrent qu'il y a une grande majorité des projets déposés qui sont produits par des hommes, 58 et qui le proposent à titre individuel, 48 pour répondre au sens de l'intérêt collectif. Le nombre de projets, déposés par, des femmes, lui, il est réduit à 33. La suite de l'analyse, là, elle cherche à trouver du coup où sont représentées majoritairement les femmes. Sur les 143 projets, en fait, ils sont répartis, enfin, c'est ce qui est dans le rapport là, de la concertation, en 4 grandes thématiques qui sont: préserver les équilibres environnementaux, développer l'activité économique, bien vivre dans les vallées et valoriser l'identité des vallées. Donc là, les seconds résultats, ils montrent que le pourcentage, le plus important, de projets portés par des femmes et collectifs à majorité de femmes sont dans la thématique bien vivre dans les vallées. Il s'élève à 42 vers une presque parité avec, les projets déposés par les hommes qui, eux, sont à 50. Cette catégorie, j'ai inversé les 2 schémas là, c'est pas sur le PowerPoint. Cette catégorie, regroupe donc 6 sous-parties: développer et renforcer une filière de santé bien-être, éducation jeunesse, citoyenneté, lien social, diversifier les modes de déplacement, repenser le logement ancien et favoriser l'installation des familles. Et là, l'analyse, elle montre que les femmes, elles ont proposé le plus grand nombre de projets dans la sous-catégorie citoyenneté et lien social, puis dans développer et renforcer une filière de santé bien-être et dans éducation et jeunesse. Elles sont dans les 2 premières sous-catégories plus représentées que les hommes et elles ont une légère tendance aussi à répondre plus en collectif qu'à titre individuel. Elles sont plus représentées par contre dans les autres sous-catégories sur le logement et la mobilité. Donc là, les résultats, il montre que, la grande majorité des projets proposés sont produits, par des hommes à titre individuel pour répondre au sens de l'intérêt collectif. Le nombre de projets déposés par des femmes est réduit à 33 et elles proposent majoritairement des projets collectifs pour répondre à l'intérêt collectif. Les femmes sont plus représentées dans les catégories et sous-catégories de projets correspondant au care des habitantes, habitants et au bien vivre ensemble. Donc elles portent en majorité collectivement ces projets qui visent à la prise de soins. Euh, les femmes sont donc sous-représentées dans leur participation à l'appel à contribution pour la reconstruction territoriale de l'avenir des vallées. Les résultats révèlent que les femmes proposent majoritairement des projets aussi locaux et collectifs pour répondre à l'intérêt collectif et que leurs projets proposent des activités de care pour les habitants habitantes. Là, je vais me répéter. La participation majoritaire des hommes à titre individuel sur la plateforme Purpose, elle confirme que la fabrique du territoire est faite par et pour les hommes. Je citerai Mariou Géous et Rebo en tant que référence. Et la faible proportion de femmes à déposer des projets confirme leur non prise en compte et l'inaccessibilité aux politiques territoriales post-tempête. Cela a pour effet d'entretenir une invisibilisation des femmes dans les projets de reconstruction. Donc pour conclure, effectivement, cette dernière partie, on voit qu'en situation de catastrophe naturelle ou liée à la destruction d'un monde, les activités de care
deviennent la préoccupation principale de toutes et tous pour assurer les besoins vitaux des populations et de leur environnement immédiat. Mais en invisibilisant les activités de care réalisées par les hommes et en visibilisant celles réalisées par les hommes et en invisibilisant celles réalisées par les femmes, les images des médias de la tempête Alex recueillies sur Google Images constituent et participent à une construction sociale des stéréotypes de genre dans la représentation auprès du grand public du rôle des femmes et des hommes dans l'espace public post-crise. Ces stéréotypes de genre, ils invisibilisent le care réalisé par les femmes et renforcent leur assignement, contraint ou choisi, aux espaces intérieurs publics. Ces résultats, tout ça, c'est en adéquation effectivement avec les conclusions des recherches récentes sur le care, notamment Luxembourg, Muroc, Parizeau, Paperman et Tronto. La différence notable est que dans la temporalité d'urgence de la tempête Alex, les activités de care, elles sont sorties de la sphère domestique en étant projetées dans l'espace public et qu'elles ont été réalisées par des hommes. Ces derniers, ils sont devenus du coup les pourvoyeurs de care, visibilisés et valorisés par les stéréotypes de genre construits par leur représentation médiatique auprès du grand public. Donc le care des hommes a été héroïcisé par son caractère exceptionnel de la crise. Donc les médias, en plus de participer à la construction des stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la société, ils aggravent et renforcent l'invisibilisation des femmes en temps de crise. Ceci, donc, ajouté aux inégalités hommes-femmes qui sont systémiques, limite la capacité des femmes à pouvoir développer et exercer leurs compétences et limite le rôle, la place et la participation des femmes pour répondre aux prochaines crises climatiques. Cela peut expliquer en partie la non-représentativité des femmes dans les projets de construction de la vallée de la Roya déposés sur la plateforme de la concertation citoyenne. Au vu de l'augmentation des crises à venir, il semble primordial d'opérer une visibilisation des femmes dans les médias en temps de crise afin de ne pas augmenter les inégalités de genre et ne pas vulnérabiliser les femmes. Pour ce qui est là de la sous-représentativité des femmes à participer à la plateforme Purpose, il peut y avoir aussi déjà le fait que les femmes sont victimes d'inégalités systémiques et de genre, à savoir moins de temps libre que les hommes, revenus inférieurs, inégalité de temps de parole et de représentation dans les espaces publics et au travail, etc. etc. Et que aussi, selon l'OCDE et le CSE, le principal obstacle à la mise en place d'une approche tenant compte du genre, c'est l'incapacité des autorités publiques compétentes à intégrer une telle approche et à tenir compte des problématiques de genre dans l'aménagement du territoire. Le cas de la tempête Alex ne fait pas exception sur ce point. Cela a pour effet d'entretenir une invisibilisation des femmes dans les projets de reconstruction. Comment les femmes de la vallée, alors de la Roya, sans action significative des politiques territoriales, font face à leur vulnérabilité climatique? Ce qui m'amène à ma conclusion. Existe-t-il effectivement des formes de résistance collective des femmes dans la vallée de la Roya, dans le champ du Caire? Alors, hop. En fait, si je resitue un peu aussi, à plus large échelle, l'épisode de la tempête Alex, il se déroule dans un contexte national d'une triple prise de conscience, pas que nationale même, internationale, d'une triple prise de conscience collective et citoyenne. Celle des inégalités de classe sociale, qui est ancienne, mais qui est réactivée notamment par les conséquences de la crise sanitaire. Celle de l'appropriation citoyenne des questions du climat, illustrée par différentes manifestations portées par une population jeune et très féminine. Et enfin, celle du mouvement MeToo, participant à poser les inégalités de genre au même rang que les autres rapports sociaux d'inégalité. Donc la non-prise en compte des femmes dans les politiques publiques territoriales et l'émergence conjoncturelle de ces trois éléments permettent-elles aux habitantes de la vallée de la Roya de porter un regard particulier sur les effets de la catastrophe et questionner leur capacité d'action et d'adaptation au changement climatique. Je souhaiterais en fait quand même mettre là en lumière les résultats de l'analyse des projets Purpose, qui effectivement ont montré l'appétence des femmes à privilégier le collectif dans leurs propositions de projets de reconstruction. D'où mes questionnements. Cela peut-il être une manière, en se regroupant, d'accéder à une voie commune proposant plus de force et permettant une solidarité entre elles? Et être en collectif peut aussi pallier à des discriminations systémiques et de genre. À ce propos, les sociologues Elsa Galéran et Daniel Kiergoat affirment que l'émancipation des femmes pour lutter contre l'oppression, l'exploitation et la domination doit passer par le collectif. Alors, sachant qu'une pratique collective peut être une pratique subversive pour l'émancipation des femmes,
Il serait ainsi intéressant d'interroger ces formes de mise en collectif d'initiatives portées par des femmes dans la vallée de la Roya. Existe-t-il des formes de résistance collective des femmes dans la vallée de la Roya? Et en ça, en fait, moi, je fais partie et j'observe que des femmes se regroupent dans des espaces privés, publics, sur des réseaux sociaux, en petits groupes plus largement. Elles se revendiquent féministes ou non. Elles parlent de leur place sur le territoire, du sexisme ordinaire, des stéréotypes de genre et des violences sexistes, psychologiques et psychiques dont elles sont victimes, du souhait de porter le sujet dans l'espace public et de la peur en le mettant effectivement dans l'espace public, euh, d'être mises à l'écart socialement et vulnérabilisées dans leur quotidien, que ce soit d'une façon économique, administrative ou sociale. Ces femmes, elles revendiquent ou non ces espaces de transformation et d'apprentissage entre elles comme espaces d'émancipation. Certaines souhaitent porter l'initiative d'une transition territoriale incluant la réduction des inégalités femmes-hommes et questionnent la place des femmes dans l'espace rural de la vallée de la Roya. Étant architecte, j'observe aussi que des femmes, seules ou se regroupant, bâtissent leur habitat et souhaitent pouvoir le faire. Certaines me demandent des conseils. Elles se réunissent aussi en réseau informel, échangent dans l'espace public, par les réseaux sociaux ou lors d'événements. Des femmes ont expérimenté la construction entre femmes, en non-mixité choisie, d'autres aussi en mixité pour des chantiers en montagne ou dans des centres communs. Donc, le phénomène des femmes bâtisseuses, qui se voit aussi sur d'autres territoires, est un prolongement d'une reprise du pouvoir sur leur vie, leur territoire et leur village. Ces initiatives méritent donc d'être étudiées comme pratique collective des activités de care et de subsistance. Et je donnerai du coup les références de Geneviève Pruvot, Mies et Shiva, etc. Et donc voilà, et notamment aussi ces initiatives, notamment par le biais de leur caractère subversif. Permettent-elles aussi donc du coup une reconstruction écoféministe de la vallée de la Roya? Et si j'ai encore 30 secondes, parce que j'ai oublié de mettre le timer au début, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Et là, pour ouvrir plus largement, je conclurai par l'urgence de la responsabilité des professionnels de la fabrique du territoire à être exemplaires et proposer un avenir souhaitable à la crise climatique mondiale et locale. Et je questionnerai en quoi donc la recherche peut-elle permettre de mettre en place là un réseau et une économie de subsistance égalitaire et pérenne, sans fragilisation ou domination sur les femmes pour cet avenir souhaitable.